Une fois de plus, l'agence des zones économiques spéciales nous amène à l'INIKIN, l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Il va nous parler de la place des zones économiques spéciales dans la relance de l'économie congolaise. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette matinée scientifique? En fait, c'était une matinée qui avait été organisée par les forums économiques et Foreco, des organisations, disons, les Forec, c'est une organisation des étudiants de la faculté, et Foreco, c'est une association des anciens de la faculté économie. Comme moi-même, je suis membre des Foreco, alors ils m'ont contacté pour que nous puissions faire faire la matinée. Et on a discuté sur les thèmes à développer. On a choisi les thèmes qui consistaient à parler sur la place des zones économiques spéciales dans la relance de l'économie congolaise, les défis et les opportunités. Déjà une actualité. Hein, voilà, c'est ça. Comme vous le savez, on est en train de mettre en place des zones économiques spéciales. Il était quand même bon que les étudiants qui sont les futurs cadres de ces pays puissent déjà être informés sur les opportunités que les ES offrent et quels sont les défis pour qu'ils puissent déjà être à mesure de pouvoir les comprendre de telle sorte qu'un jour ils puissent aussi chercher à trouver des solutions par rapport à ça. On peut connaître la quintessence de cette matinée scientifique, comment relancer l'économie, comment la ZESP réellement aider cette belle relance. Oui, en fait, nous avons démontré aux étudiants, nous avons fait d'abord comme une rétrospective pour leur faire voir que les Congos qu'ils voient aujourd'hui, ce n'est pas les Congo qui a existé hier. C'est-à-dire que c'est un pays qui a connu déjà un certain essor économique, mais à cause des choses que nous avons connues dans sa trajectoire, ce pays est en train de vivre beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais que grâce à des initiatives comme les zones économiques spéciales, nous pourrons arriver à redonner à ces pays ces marques de noblesse, notamment dans le secteur industriel, parce que comme vous le savez, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'Industrie particulièrement, nous avons un plan directeur d'industrialisation. Et dans ce plan directeur d'industrialisation, il y a la place est vraiment donnée aux zones économiques spéciales. Et il faut au moins plus de 1,9 milliard de dollars pour mettre en place les zones économiques spéciales à travers les pays. Donc nous sommes venus là pour parler aux étudiants des opportunités que le Congo recèle dans ses ressources naturelles et que les zones économiques spéciales peuvent aider dans la transformation de ces ressources naturelles pour donner d'emplois, des opportunités de création de richesses. Mais nous avons relevé aussi les défis qui existent, notamment les problèmes du foncier, qui est un problème sérieux, parce que ça nous pousse à des expropriations, ça fait trop de problèmes. Il y a un problème de conflit, voilà. Il y a les problèmes de financement, parce que pour faire les zones économiques spéciales, il faut beaucoup d'argent. Et puis il y a aussi les problèmes de la qualité de la main-d'œuvre, parce que nous sommes en train de former des jeunes, mais il faut que ces jeunes-là puissent avoir les qualifications nécessaires pour travailler dans ces zones économiques spéciales. Suivant l'intervention du chargé de mission de l'agence des zones économiques spéciales à l'INIKIN dans cette matinée scientifique, suivez. Nous sommes Foreco. Foreco, ça veut dire Forum des économistes du Congo. Nous sommes des anciens de la faculté. Non seulement anciens de la faculté, moi et Batamba, le CTBA, nous sommes aussi ici à la faculté comme enseignants. Alors Foreco constitue un pont entre le monde professionnel et le milieu scientifique. Nous organisons cette matinée scientifique en collaboration avec Forec. Parce que nous sommes en ville, on ne peut pas venir le site universitaire sans contacter les étudiants. C'est pour cela que nous organisons cet événement en collaboration avec Forec. Alors, je vais vous faire un bref aperçu du Foreco. Au nom du comité directeur et du président empêché, je vais vous faire un aperçu du Foreco. Foreco a été créé lors de l'Assemblée générale du 3 septembre 2005, tenu dans la salle de fête de l'hôtel Invest, dans l'optique de faire participer réellement les économistes au débat national, susceptibles de sortir la RDC des ornières de sous-développement, mis par la ferme volonté de rassembler toutes nos énergies et tous nos moyens, afin d'apporter de façon significative notre pierre à la reconstruction de notre pays pour en faire un État grand, beau, prospère, responsable et respecté dans le concert des nations. C'est pour moi un honneur d'être devant cette auguste assemblée à l'occasion de cette matinée scientifique dont le thème est
place de la zone économique spéciale dans la relance de l'économie congolaise. En effet, une zone économique spéciale est créée dans le but d'attirer les investissements étrangers, les emplois et surtout l'amélioration de la technologie et de la gestion. C'est vers les années 1980 que la République populaire de la Chine, à travers le gouvernement de Deng Xiaoping, a lancé ce projet qui a commencé par être un simple village et qui comprend aujourd'hui des milliers d'entreprises. Pour développer les économies africaines, plusieurs gouvernements se sont orientés dans la création des zones économiques spéciales. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est en juillet 2014 que le régime des zones économiques spéciales a été fixé par la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014. Alors aujourd'hui, j'ai été invité par nos amis des Foreco, parce que je suis aussi membre aussi des Foreco en tant qu'ancien, pour venir vous parler sur la place des zones économiques spéciales dans la relance de l'économie congolaise. Quels sont les défis, quelles sont les opportunités. Cette présentation-là, je vais la faire en quelques points. Souvent, quand nous venons dans les milieux comme l'université, c'est aussi à titre pédagogique. Parce que vous entendez trop parler des zones économiques spéciales, surtout ces derniers temps. Si vous êtes des étudiants qui suivaient les informations, pratiquement à chaque réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État revient sur les zones économiques spéciales. Parce qu'en fait, il y a un projet pilote que nous sommes en train de mener à Mamoukou, ce que nous appelons la zone économique spéciale pilote. Alors, je vais faire une introduction. Nous allons parler des généralités sur les zones économiques spéciales. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une zone économique spéciale? Quelles sont les conditions pour dire qu'on a affaire à une zone économique spéciale? Nous allons donner une définition ainsi que les caractéristiques pour parler de zone économique spéciale. Quelles sont les caractéristiques essentielles pour parler d'une zone économique spéciale? On va voir aussi les Est dans le monde. L'intervenant de tout à l'heure a dit que les zones économiques spéciales, ça a commencé bien avant. Mais c'est surtout vers les années 80, avec la Chine, qu'on a encore parlé des zones économiques spéciales, parce qu'aujourd'hui, tout le développement de la Chine est basé sur les zones économiques spéciales. La plupart des Congolais vont en Guangzhou, à Shenzhen, tout ça. Ce sont des provinces qui étaient pauvres. Mais grâce à la politique des zones économiques spéciales, aujourd'hui, ces provinces-là sont devenues des provinces riches qui font aujourd'hui la fierté de la Chine. Même si la Chine est un pays communiste, un pays socialiste, mais dans leur stratégie économique, ils ont pratiquement adhéré au libéralisme économique. Dans ces îlots-là, ils appliquent vraiment le libéralisme économique. Et puis nous allons voir les cadres juridiques institutionnels des zones économiques spéciales, parce que vous devez comprendre, pour faire les zones économiques spéciales, quel est le cadre juridique institutionnel. Et puis nous allons parler des opportunités. Je crois que les opportunités, ça saute déjà aux yeux, parce que si vous regardez le Congo, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je crois que le prof Batamba a dit tout à l'heure que peut-être que vous êtes de la jeune génération, vous ne savez pas qu'à Limete, il y avait des industries. Si on vous dit par exemple que dans ces pays-ci, on avait monté des véhicules, il y a des gens qui ne vont pas croire. Nous, on était encore vraiment des enfants. On a vu que dans ces pays, on a monté des véhicules. Mais aujourd'hui, ça devient comme une vue de l'esprit, comme si c'est impossible. Mais je vous assure, si vous lisez même l'histoire économique de ces pays, si vous fréquentez souvent les bibliothèques, vous allez vous rendre compte que dans ces pays-là, on a beaucoup perdu. Il y avait toute une gamme d'industries dans ces pays, mais malheureusement, comme on va le voir, à cause des pillages et autres, des guerres et ainsi de suite, ça fait que nous avons perdu des pans entiers de notre industrie. Aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les pays pauvres. Les pays où, à l'orée de l'indépendance, on dit qu'il y avait plus de 10 000 industries dans ces pays. Si on vous dit que les Sud-Africains venaient de se faire soigner à Lubumbashi, vous ne croirez pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller en Afrique du Sud. Si on vous dit que le Congo était pratiquement au même niveau de développement que le Canada, vous ne pouvez pas le croire. Parce que quand vous êtes, vous tous vous cherchez à aller au Canada. Si on vous dit que le Congo et la Corée du Sud étaient jugés pratiquement au même niveau de développement avant l'indépendance, vous n'allez pas croire. Parce que vous regardez aujourd'hui, le Canada est parmi les pays industrialisés. La Corée, si nous roulons aujourd'hui dans les voitures comme les Hyundai et autres, c'est la Corée. Mais c'était des pays qui étaient pratiquement au même niveau que nous. Nous avons vraiment connu des reculs par rapport à notre industrialisation. Alors, quels sont les défis à surmonter? Et après, nous allons aboutir sur une conclusion.
Et dans la conclusion, je vais développer 12 règles d'or pour réussir dans les zones économiques spéciales. Malgré toutes les richesses que nous avons, aujourd'hui, le Congo est compté parmi les pays pauvres. Nous avons tout dans ce pays, un vaste pays, le climat est bon, la faune est là, la flore est là, l'hydrographie est là, on peut pratiquement tout produire dans ce pays. S'il y a la sécheresse au sud, au nord il y a la pluie. S'il y a la pluie au sud, au nord il y a la sécheresse, la saison. Donc nous avons pratiquement plus ou moins 3 saisons dans ce pays ou 4 saisons dans ce pays. Mais nous sommes comptés parmi les pays pauvres où nous importons même la nourriture, des choses que nous pouvons produire. Cet héritage-là de notre système d'aujourd'hui, c'est en fait nous l'héritons de la colonisation, qui était vraiment une logique d'exploitation. Il fallait extraire les cuivres dans les Katanga, les mettre dans les trains, ça arrive à Ilebo, Ilebo ça prend les bateaux, ça arrive à Kinshasa, Kinshasa ça prend les trains, ça arrive à Matadi, Matadi envoie ça à l'Occident. C'était ça la logique. Et si vous regardez aujourd'hui, il n'y a que quelques provinces qui sont un peu développées parce que c'est cette logique-là qui a prévalu jusqu'aujourd'hui. Où sont quand même quelques industries? C'est à Kinshasa, c'est quand même la capitale. Vous trouvez un peu l'industrie dans les Katanga parce que les Katanga ce sont des mines. Vous trouvez un peu l'industrie pratiquement, bon, dans les Nord Kivu, mais pas trop aussi. Dans les Congo central, pas trop aussi. On a les barrages Ninga qui est là, tout ça. Mais pratiquement, il y a beaucoup de secteurs qui n'existent plus. Même nous étions dans les temps premiers producteurs du café, du cacao, de ceci, de cela, l'huile de palme, tout ça. Aujourd'hui, nous importons l'huile de palme de la Malaisie. Il semblerait même que les types de palmiers qui est planté là-bas en Malaisie, ça venait d'ici. Voilà, des minéraux. Ça venait d'ici. Mais ça fait maintenant le bonheur des autres. Mais nous importons maintenant l'huile de palme, même pour faire du savon, pour faire les cosmétiques que nos jeunes dames aiment ici. Il faut importer de l'huile de palme de la Malaisie. Nous avons beaucoup perdu. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour relancer notre économie? Alors, nous allons dire que, compte tenu de ces diagnostics-là qui a été fait, à l'époque j'étais conseiller au cabinet du ministre de l'Industrie, le ministère de l'Industrie a commencé à discuter avec la Banque mondiale. Parce que c'était après les élections de 2006. Avant, on avait, je suis à la faculté des sciences économiques, on avait d'abord un programme, ce n'était pas un programme structurel, c'était un programme conjoncturel. Après 2001, après le 1+4, ainsi de suite, on a mis en place des programmes conjoncturels juste pour essayer un peu d'embellir un peu les cadres macroéconomiques. Mais pour relancer l'économie, il faut des programmes structurels. Alors pour faire ces programmes structurels-là, le gouvernement a pensé à recourir aux zones économiques spéciales. Alors les zones économiques spéciales, comme nous allons le voir, pour faire une zone économique spéciale, il faut 3 choses. La première chose, il faut un cadre réglementaire. Ça, ce sont les ABC pour les zones économiques spéciales. La deuxième chose, il faut un foncier. Et la troisième chose, il faut une gouvernance de tout ça. Ces 3-là, si vous les mettez ensemble, vous avez maintenant une zone économique spéciale. Donc on ne peut pas parler d'une zone économique spéciale si on n'a pas un foncier, si on n'a pas un cadre réglementaire, si on n'a pas une gouvernance. Si moi je suis responsable de la zone économique spéciale, c'est justement dans le cadre de la gouvernance pour gérer les zones économiques spéciales. Alors c'est quoi maintenant une zone économique spéciale? La zone économique spéciale, en fait, d'une manière brève, c'est une région géographique dans laquelle les lois économiques sont plus libérales, c'est-à-dire plus avantageuses pour les entreprises que celles pratiquées dans le reste du pays. Et selon la loi sur les zones économiques spéciales ici, si vous lisez cette loi-là, une zone économique spéciale est un espace bénéficiant d'un régime juridique particulier qui les rend plus attractifs pour les investissements nationaux et étrangers. Les problèmes commencent déjà là. Parce que les zones économiques spéciales veulent constituer des exceptions aux règles. Si par exemple on dit qu'en RDC, l'impôt sur les bénéfices est de 40%, l'État dit dans la zone économique spéciale, on ne paye pas l'impôt sur les bénéfices. Si on dit que les vignettes pour les véhicules c'est autant, on dit que les véhicules des entreprises qui sont dans la zone économique spéciale ne vont pas payer. Tout ça, ce sont des éléments d'attractivité pour pouvoir attirer les investissements afin de créer une économie compétitive. Parce que comme on dit, nous avons beaucoup perdu. Nous cherchons maintenant à attirer les investisseurs. Alors, la zone économique spéciale, ce n'est pas un terrain vide, non. C'est bien délimité. Il doit être bien délimité
Parce que ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans la zone économique spéciale. Elle est établie en vertu d'une loi spécifique. J'ai dit ici que dès le départ, il faut avoir un cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire-là est mis en place à travers une loi. Et ici au Congo, la loi en question, c'est la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014 qui fixe les régimes des zones économiques spéciales. C'est établi en vertu d'une loi. Il prévoit des exonérations de certains droits et de certaines taxes. L'imposition est allégée, c'est transparent, c'est simplifié, il y a des incitations, les formalités sont simplifiées. C'est ça en fait les caractéristiques d'une zone économique spéciale. C'est vraiment différent de ce qui se fait en dehors. Vous savez, ici au Congo, nous avons déjà le code des investissements, n'est-ce pas? On peut dire que les droits communs au Congo, c'est le code des investissements. Si un opérateur économique vient, il va investir au Congo ici, on va lui dire voilà, notre loi sur l'investissement, c'est le code des investissements. Et le code des investissements a divisé le pays pratiquement en 3 zones. Il y a une zone A, une zone B et une zone C. Dans la zone A, ce sont les provinces qui sont nantis. C'est comme Kinshasa, c'est comme des Katanga, où il y a un peu d'entreprise. Dans cette zone A-là, les codes d'investissement donnent certaines exonérations, certains avantages, c'est pour 3 ans. Il y a la zone B, on prend les Congo central, les Nord Kivu et quelques provinces. Là-bas, c'est 4 ans. Et pour la zone C, ce sont des provinces où il n'y a pas assez d'activité. C'est comme la province de Bandundu, la province du Maniema, les provinces où il n'y a pas beaucoup d'activité. Ce n'est pas que ce sont des provinces pauvres, parce qu'il n'y a aucune province qui soit pauvre au Congo ici. Toutes nos provinces ont des avantages compétitifs. Mais seulement, on n'arrive pas encore à les exploiter. C'est comme ça, ils sont encore momentanément comme pauvres. Mais ils ne sont pas pauvres. Il y a des pays qui gagnent de l'argent seulement avec l'agriculture. Une province comme la province de Bandundu, il y a beaucoup de terrains, on peut faire l'élevage, on peut faire l'agriculture, on peut gagner beaucoup d'argent. La richesse, ce n'est pas seulement les mines. C'est une illusion de croire que la richesse, ce sont les mines. Les mines vont laisser des trous. La richesse, c'est d'abord vous les hommes, et puis l'agriculture, l'élevage, les services. Aujourd'hui, les services contribuent d'ailleurs plus, je crois même que je suis avec les économistes ici, les services contribuent d'ailleurs plus que les restes. Et si vous regardez les pays comme les États-Unis est un pays éminemment agricole. Mais si vous regardez dans leurs statistiques, le secteur agricole n'occupe pas beaucoup de gens, parce que c'est une agriculture mécanisée, avec beaucoup de capitaux qui entrent. Dans la zone C, on donne 5 ans. Comme on va le voir, avec les zones économiques spéciales, c'est différent. Et lorsqu'un gouvernement crée les zones économiques spéciales, c'est surtout pour attirer les investissements. La CNUSED en 2019 a basé son rapport annuel sur les zones économiques spéciales. Vous vous rendez compte que selon la CNUSED, qui est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, un organe des Nations Unies, il dit que les zones économiques spéciales sont très répandues dans la plupart des pays en développement et dans nombre de pays développés. Au sein de ces zones géographiquement délimitées, les pouvoirs publics stimulent l'activité industrielle en prenant des mesures d'incitation d'ordre fiscal, réglementaire et en apportant un appui aux infrastructures. Il existe aujourd'hui plus de 5400 ZES répartis dans 47 pays, contre 4000 environ il y a 5 ans. Ça, c'était en 2019. Et plus de 500 autres sont actuellement en projet. C'est pour dire que les zones économiques spéciales, ce n'est pas une nouveauté au Congo. C'est à travers la planète, dans tous les pays, même dans les pays développés. En fait, quand on parle de zones économiques spéciales, nous voulons parler de zones industrielles. Mais aujourd'hui, les termes génériques aujourd'hui, on parle plus des zones économiques spéciales. Parce qu'à la différence des autres, les zones économiques spéciales ont la particularité de viser et le marché intérieur et le marché extérieur. 5400 zones réparties dans 147 pays à travers le monde. C'est pour dire que c'est vraiment vers là que tous les pays avancent aujourd'hui. Le Congo a 9 voisins. Pratiquement dans tous les pays limitrophes de la RDC, il y a des zones économiques spéciales. Au Congo-Brazza, ils en ont même, je crois, de 2 ou 3. En Tanzanie, au Rwanda, dans tous ces pays-là, en Angola, il y a des zones économiques spéciales. C'est pour dire que nous sommes comme dans un challenge, dans une concurrence, pour voir qui peut attirer plus. Quel est l'impact de ces zones économiques spéciales dans le monde? J'ai dit que selon la CNUSED, il y a 5400 ZES dans 147 pays. On parle de la zone de Shenzhen qui est la zone la plus connue, la plus prospère, la mieux réussie. Et ces zones économiques spéciales-là créeraient plus de 60 millions d'emplois directs. C'est pour dire l'impact des zones économiques spéciales à travers le monde. 60 millions d'emplois directs
Et la valeur des exportations dans ces zones économiques spéciales-là avoisinerait plus de 200 milliards de dollars. C'est pour dire que c'est ça qui attire les IDE, les investissements directs étrangers. Nous en avons besoin. En Afrique, beaucoup de pays ont créé des ES afin d'attirer les IDE. Ainsi, les ES se retrouvent dans les pays suivants. Madagascar, île Maurice, Afrique du Sud, Angola, Rwanda, Congo-Brazza, Gabon, Sénégal, Kenya, partout là. Nous arrivons maintenant à l'essentiel de notre échange d'aujourd'hui. Quelles sont les opportunités que les zones économiques spéciales peuvent accorder ici en RDC et quels sont les défis? D'une manière générale, si nous prenons l'économie de notre pays, les zones économiques spéciales peuvent d'abord aider à rééquilibrer l'administration du pays. Comme j'ai dit ici, si vous regardez notre pays tel qu'il est aujourd'hui, les industries ne se retrouvent qu'à Kinshasa, dans les Katanga et dans quelques provinces. Il y a des provinces où il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle les zones économiques spéciales peuvent aider à rééquilibrer l'administration du pays. D'ailleurs, au niveau du ministère de l'Industrie, parce que nous sommes une agence sous la tutelle du ministère de l'Industrie, le ministère de l'Industrie a mis en place ce qu'on appelle le plan directeur d'industrialisation. Dans ce plan directeur d'industrialisation, le pays a été subdivisé en 6 espaces industriels. Et dans ces espaces industriels, nous avons la vision de mettre en place des zones économiques sociales dans ces différents espaces. Pourquoi? Pour arriver à rééquilibrer l'industrie du pays. Les zones économiques spéciales ont aussi l'avantage de mettre en place un mini climat des affaires propice. Vous savez, mes chers amis, on a souvent parlé de green business dans ce pays. Le pays a fait beaucoup d'efforts pour essayer un peu de monter dans le green business. Mais les choses ne marchent toujours pas très bien. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui on parle plus de green business parce que ça a été mis de côté. Mais la réalité est que le climat des affaires n'est pas bon dans notre pays. Mais avec les zones économiques spéciales, comme c'est un territoire bien délimité, on peut mener certaines réformes dans ces zones économiques spéciales pour faire que les entreprises puissent avoir un climat des affaires propice. Les zones économiques spéciales, j'ai dit ici que les 2 obstacles majeurs pour notre économie, c'était l'absence d'infrastructures de base ainsi qu'un mauvais climat des affaires. Les zones économiques spéciales peuvent aider à résoudre ce problème-là parce que les zones économiques spéciales, ce que nous donnons, c'est quoi? Dans ces espaces-là, nous donnons des terrains viabilisés. Quand une entreprise vient, il ne vient pas encore pour commencer à chercher à mettre du courant. Il va déjà trouver qu'il y a déjà une station de courant dans la zone. L'eau passe déjà là, l'internet passe déjà là, la fibre optique ça passe. Donc c'est pour dire qu'ils viennent pour directement travailler. Les dernières opportunités avec les ES, c'est la création d'emplois. Toujours dans les cadres d'opportunités que les ES peuvent donner, c'est en regardant notre espace national, en regardant les atouts que le pays peut avoir à travers les différentes provinces, les différents axes de développement que nous appelons comme des corridors de développement. Et ici, nous en avons retenu seulement 5. À l'ouest, quels sont les axes où on peut mener de tels projets et quel est le type d'industrie qu'on peut mettre en place. Si vous prenez par exemple l'espace Kinshasa, Congo central et les Grands Bambous, on peut avoir ce genre d'industrie. Imaginez-vous si on arrivait à développer toutes ces industries-là, l'énergie, l'hydroélectricité par exemple. Nous avons les grands barrages Inga. Nous pouvons produire des hydrocarbures, c'est pas ça qui manque. Nous avons du pétrole dans ces pays, même dans les bassins, dans la cuvette centrale au niveau de la province de l'Équateur. On dit qu'il y a du pétrole là-bas, c'est en réserve. Si on arrivait seulement à l'exploiter, ça va donner du travail aux gens. L'agroalimentaire, la pêche, tout ça, la transformation du bois. Dernièrement, on était avec un opérateur économique, c'est lui qui a fait la zone économique spéciale d'Encoq au Gabon. Il est en train de venir ici. Il va faire une zone économique spéciale dans la province de l'Équateur, spécialisée dans la transformation du bois. Ils vont le faire parce que nous sommes en train d'échanger avec au niveau du ministère. Ils vont le faire. Si vous allez au centre du pays, dans l'espace qu'on appelle le Grand Kassai, on peut faire des industries agroalimentaires. La capitale mondiale du diamant, c'est dans les Kassai, n'est-ce pas? On peut faire des tailleries, des diamants, des choses comme ça, des choses que nous ne faisons pas. On dit même que même dans les Kassai, là-bas, on peut trouver du fer. Si on est bien réfléchi, on peut arriver à avoir des politiques dans ce sens-là pour extraire tout ça et développer les chemins de fer, des choses comme ça à travers le pays. Si nous allons au sud, dans les grands Katanga, à Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Sakane, dans les Tanganyika,
Là-bas, c'est plus les industries minières que nous pouvons développer. Ce sont des opportunités que nous pouvons mettre dans les zones économiques spéciales. C'est-à-dire transformer localement. Au lieu de pouvoir faire des trous, faire des mines, pas seulement des mines. On fait des mines et puis on transforme localement. C'est vraiment ça la vision. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la transition écologique. Avec les réchauffements climatiques, je vous dis, en Europe, on réfléchit déjà que vers les années 2035, nos véhicules ici, à mazout, à essence, ne seront plus utilisés. On va commencer à utiliser des véhicules électriques. Or, pour faire les véhicules électriques, ils ont besoin de batteries. Les batteries, les composants de ces batteries-là, 90% se trouvent au Congo ici. Est-ce que vous comprenez ça un peu? 90% des composants de ces batteries qui vont faire fonctionner les véhicules de demain se retrouvent dans notre pays. Dans la grande province du Katanga, là, dans les Tanganyika, on a les lithium, on a les cobalt, on a les cuivres, on a découvert les nickel dans les Kasaï. Ce sont des marchés de plusieurs milliards de dollars. Si la RDC peut tirer profit seulement, comme je dis, dans la chaîne des valeurs, de fabrication de ces batteries, parce qu'il y a un projet comme ça pour le moment. Vous avez suivi l'année passée, le ministère de l'Industrie avait organisé un forum ici, auquel était associée la Zambie. Et la RDC, c'est un projet au niveau de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, qui est en train de promouvoir ce projet-là pour que la RDC et la Zambie puissent mettre en place ces genres d'usines-là. Ne serait-ce que les premiers éléments, on appelle ça les précurseurs, tu peux entendre, les précurseurs de batteries. Si la RDC arrive seulement à implémenter ces genres d'entreprises, ça va donner de l'emploi. Ça va créer des richesses et le pays va gagner. Vous voyez? C'est pour dire que nous avons beaucoup d'opportunités avec les zones économiques spéciales. Si nous prenons l'espace à l'est, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, dans les Maniema, partout là-bas, il y a du gaz méthane qu'on peut extraire. Il y a la cassitérite, il y a le coltan, il y a beaucoup de choses qui nous amènent même la guerre aujourd'hui. Parce que ce n'est pas exploité. Alors que d'autres veulent exploiter ça, mais ils n'en ont pas. Mais ils disent, mais vous avez tout ça, mais vous n'en faites rien. Alors ils cherchent à venir prendre ça par la force. Mais nous devons nous organiser parce que nous avons ça chez nous. Les autres n'ont pas ça, mais nous avons ça. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à exploiter cela? Il faut donner des opportunités à travers les zones économiques spéciales. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État dit qu'il faut aller faire une zone économique spéciale de ce côté-là. Parce qu'avec les zones économiques spéciales, nous allons mettre des infrastructures, nous allons attirer les investisseurs qui vont venir travailler et nos jeunes gens auront du travail. Dans le nord-ouest, là, nous avons mis les provinces telles qu'Équateur, province orientale, tout ça, Ouélé, Baouélé, où nous trouvons aussi, il y a de l'or, il y a des hydrocarbures, on peut faire la pêche, on peut faire la transformation du bois. C'est pour dire que les Congo, nous avons beaucoup d'opportunités. Et les zones économiques spéciales peuvent aider dans la transformation. Vraiment, nous cherchons la transformation. Ce n'est pas l'exportation des produits bruts, mais la transformation. Quels sont les défis à surmonter? Nous en avons recensé seulement 6, mais il y en a beaucoup. Le premier défi à surmonter, ça sera le choix des sites pour mettre les zones économiques spéciales. Mes chers amis, je vous dis, pour trouver les sites pour mettre les zones économiques spéciales, comme on dit, c'est la croix et la bannière. Vous ne pouvez pas comprendre que si vous êtes sur la route de Maluku, vous voyez des étendues, mais l'État n'a pas de domaine réservé. Dans d'autres pays, si vous arrivez, dès que vous quittez l'aéroport, vous voyez des étendues. On dit que là, c'est réservé pour l'État, pour des projets de développement du futur. Mais chez nous, malheureusement, on n'a pas ça. Deuxième obstacle ou défi que nous devons surmonter, c'est l'implication du secteur privé. Le secteur privé, parce que, suivant notre loi, je ne l'ai pas dit ici au début, mais la loi sur les zones économiques spéciales dit que ce sont les projets des privés et les partenariats publics-privés qui feront l'objet des zones économiques spéciales. Un autre obstacle, un autre défi, c'est le problème de financement. Dans le plan directeur d'industrialisation du ministère de l'Industrie, il est parlé des zones économiques spéciales. Et pour mettre les places des zones économiques spéciales, il faut dépenser au moins 1,973 milliard de dollars. Ça, c'est ce qui est produit dans le plan directeur d'industrialisation. Donc c'est pour dire qu'on a besoin d'argent. Nous avons une zone pilote que nous sommes en train de faire à Maluku. Pour la zone de Maluku,
pour faire la zone de Maluku. Vous savez que Maluku, heureusement que nous sommes dans un site qui a été déjà servi avant à une ancienne zone industrielle. On a parlé de la Socidaire, de la Ciporco et autres qui étaient là-bas. Mais pour faire cette zone-là aujourd'hui, on a besoin d'au moins 103 millions de dollars pour faire la zone de Maluku. Il faut 103 millions de dollars. L'État a disponibilisé pratiquement 30 millions de dollars déjà, ce qui nous permet aujourd'hui de faire les infrastructures dans la zone. Mais il faut trouver encore les restes. Et les restes, on va les trouver avec qui? Avec les privés. C'est pour dire que le financement, c'est aussi un challenge. Un autre challenge, non des moindres, c'est l'appropriation. J'ai dit ici que les zones économiques spéciales, c'est une matière transversale qui fait intervenir plusieurs ministères, plusieurs services de l'État. Il faut que tout ce monde-là comprenne la vision. Il faut que tout ce monde-là intervienne. Il faut que tout ce monde-là accepte que les zones économiques spéciales sont vraiment spéciales parce que les zones économiques spéciales vont donner des exceptions, des exonérations. Or, aujourd'hui, quand vous allez dans les régies financières, vous leur parlez des exonérations, ils ne veulent pas. Donc, ça fait vraiment un problème. Les S ne sont pas une panacée. C'est-à-dire que les S ne garantissent pas totalement le succès. Pour que les S puissent nous garantir le succès, nous devons respecter certaines choses. C'est ce que j'ai appelé ici les 12 règles d'or. La première règle, il faut que cette politique de zone économique spéciale s'insère dans la politique de développement du pays. On parle aujourd'hui du PNSD. Il faut que ça soit une politique qui s'insère dans la politique de développement du pays. On a le PNSD, on a les DEP, au niveau du ministère de l'Industrie, nous avons les DEPSI. À partir du DEPSI, nous avons pu avoir un plan directeur d'industrialisation. Vous avez dit que, voilà, il y a des déclinaisons comme ça qui font que nous arrivons aux zones économiques spéciales. Parce que tout ça, en fait, c'est dans une vision. La deuxième règle, il faut une bonne planification spatiale. Une troisième règle, c'est les cadres réglementaires. La quatrième règle, on revient encore sur les ressources humaines. Cinquième règle, la qualité des infrastructures. La sixième règle que nous avons retenue, c'est un problème de financement. Septième règle, c'est la mise en place d'administration des aides efficaces et dotées des capacités. Alors, huitième règle, ça se réfère à l'amélioration du climat des affaires en général. La neuvième règle, il faut encourager la sous-traitance pour que nos zones économiques spéciales puissent réussir. Dixième règle que nous avons retenue aussi, c'est la protection de l'environnement. La onzième règle, la coordination des qualités entre les acteurs directs et indirects. Il s'agit d'une bonne coordination entre les administrateurs, les promoteurs et autres qui seront dans la zone économique. C'est-à-dire que nos relations à nous avec les aménageurs et les entreprises. Et la dernière règle, il faut mettre en place un comité interministériel pour faire le suivi des zones économiques spéciales. En définitive, le succès des S ne proviendra pas du hasard ou de la chance. La matinée scientifique d'aujourd'hui, c'est un grand événement parce que l'opinion reproche toujours à l'université d'avoir une certaine cassure entre la théorie et la pratique. Et ces genres d'événements qui invitent les professionnels qui sont en ville de venir partager leur expérience, en tout cas c'est vraiment profitable pour les étudiants. Le thème développé c'était sur une vision de son Excellence le Président de la République qui est de mettre en place des zones géographiques. Et dans ces zones géographiques-là, il y aura une attractivité des investisseurs à travers des allègements fiscaux ainsi qu'un développement de la superstructure, c'est-à-dire les infrastructures de base. Bon, d'abord, ce que j'ai pu retenir qui est de plus important, de plus capital, ce sont les trois éléments. Quand on a parlé de cadre réglementaire, les infrastructures aussi, la bonne gouvernance. Et moi, je me suis plus basée sur la bonne gouvernance parce que nous avons souvent de très belles lois, de très belles infrastructures qui sont plus données de structure, mais c'est le respect de la gouvernance, la bonne gouvernance. Pour moi, au niveau politique, c'est une bonne chose, mais au niveau fonctionnel, c'est seulement si on respectait la bonne gouvernance. La conférence était très bonne. J'ai retenu beaucoup de choses. Ce que je peux dire en bref, nous avons encore la chance de relever les défis. Quel commentaire faites-vous? Bon, c'est que j'ai trouvé qu'ils ont bien suivi mon exposé.
Et l'échange était vraiment était quand même franc. Les étudiants, comme vous savez, quand vous êtes dans les milieux des étudiants, ils posent toutes sortes de questions. Voilà. Et heureusement que on nous a dit que nous avons été à la hauteur des questions qui avaient été posées. Et nous estimons que au moins, ce n'est qu'une première occasion que nous venons aux étudiants et que nous allons revenir encore. Je dois rappeler que nous étions déjà ici en 2019. Nous étions ici avec les mêmes étudiants de la faculté de l'économie. À ce moment-là, nous avions parlé des zones économiques spéciales et l'émergence de la RDC il y a 3 ans. Et nous sommes revenus encore aujourd'hui. Et nous allons revenir encore quand la zone économique spéciale de Maluku, par exemple, sera vraiment opérationnelle. Nous reviendrons pour leur dire que voilà si c'est que nous sommes en train de faire de l'autre côté. Pourquoi pas les inviter? On va les inviter dans des visites guidées, des choses comme ça, pour qu'ils viennent voir. Voilà, palper la réalité. Voilà. Alors, comment pensez-vous que les zones économiques spéciales peuvent participer réellement à la relance de l'économie congolaise? Oui, les zones économiques spéciales peuvent participer réellement à la relance de l'économie parce que les S visent à résoudre 2 choses. Lesquelles? Premièrement, un problème d'infrastructure de base. Vous savez, avec tout ce que le pays a connu, tout a été détruit. Mais dans les zones économiques spéciales, l'État, ou disons les zones économiques spéciales, nous allons donner des infrastructures de qualité pour que les entreprises puissent travailler dans les meilleures conditions. La deuxième chose que les S peuvent résoudre, c'est les problèmes du climat des affaires. Vous connaissez tout l'effort que le gouvernement déploie pour changer l'image de ces pays. Parce que les gens ont déjà des clichés sur la RDC. Mais avec les zones économiques spéciales, c'est une réforme qui permet à ce que les entreprises puissent travailler avec les meilleures conditions du point de vue de la fiscalité, du point de vue des contrôles fiscaux, du point de vue de beaucoup de facilités, parce que la zone économique spéciale est un territoire sous douane. Dans la zone économique spéciale, l'État a accepté de donner beaucoup d'avantages et beaucoup de simplifications, des procédures et autres pour que les entreprises passent de leur temps à produire que de répondre à des convocations au niveau de la justice, au niveau des services des douanes, au niveau de ceci, au niveau des services des fiscs. Non. Nous voulons que les zones économiques spéciales, les entreprises ou les opérateurs économiques des secteurs privés puissent bénéficier des meilleures conditions de travail. Mais il y a un problème parce que les gens se disent, mais avec la création de ces zones économiques spéciales, ça va déjà réduire le recette fiscale. Comment vous pensez résoudre ce problème? Prenons par exemple les problèmes de l'environnement. Ce qui est prévu, c'est que les entreprises qui viennent dans les zones économiques spéciales doivent réaliser, dans le cadre de leur projet, le plan de gestion environnementale. Et ces plans de gestion environnementale doivent être validés par l'ACE, l'Agence congolaise de l'environnement, qui est le ministère de l'Environnement. Ces problèmes-là seront résolus. Alors, deuxième chose par rapport aux recettes fiscales, ce n'est qu'une illusion. Madame, on a toujours dit on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Nous voulons aller où? Nous voulons aller où avec les richesses que nous avons? Nous allons les laisser dans les sous-sols, que les autres viennent nous faire la guerre pour les prendre ou quoi? Les zones économiques spéciales visent la transformation locale de ces produits. Les zones économiques spéciales visent la transformation locale de ces produits. Et c'est ce que nous sommes en train de viser. C'est vrai, dans un premier temps, il y aura peut-être amenuisement des recettes fiscales, mais c'est pour un temps. Les zones économiques spéciales, des avantages sont donnés pour 10 ans. Et après les 10 ans, les entreprises vont continuer parce que nous signons des contrats pour 25 ans. Renouvelables, 50 ans, 100 ans. Ça ne sera pas toujours ça. Et puis aussi, dans les zones économiques spéciales, tout n'est pas exonéré. l'hyper que les travailleurs vont payer. Supposons qu'il y ait beaucoup d'emplois dans les zones économiques spéciales. Le taux de chômage diminue. L'hyper sera payé à 100%. Il y a certaines taxes qui sont payées au niveau de certaines administrations seront payées, mais la moitié. Donc c'est parce que les gens ne sont pas tellement informés sur les régimes des S qui croient que non, quand on fait les zones économiques spéciales, c'est pour réduire vraiment les recettes. Non. Dans un premier temps, on peut dire ça. Mais aussi, il faut dire aussi que les zones économiques spéciales ne se font pas partout. Par exemple, à Kinshasa, on aura combien de zones économiques spéciales à Kinshasa? Seulement la zone des Maluku. Ça suffit. C'est la zone des Maluku. La zone pilote. Et pourtant, les entreprises seront dans toute la ville. Mais toutes ne sont pas dans la zone parce que ne vient pas la zone économique spéciale qui veut. Il y a des conditions. Vous voyez, il y a des conditions qu'il faut remplir. Les zones économiques spéciales, ce n'est pas pour produire des beignets ou des choses comme ça. Ce sont les entreprises sérieuses qui viennent de la zone économique spéciale. Il ne faut pas que la politique de maximalisation des recettes devienne un frein au développement. Madame, lors de mon exposé, je présentais un rapport de la CNUSED de 2019. Ce rapport-là a montré que les zones économiques spéciales sont bénéfiques dans 147 pays dans le monde. Il y a plus de 5400 zones économiques spéciales. Vous pensez que le Congo est le seul pays au monde ici? Ces pays-là n'avancent pas, ils ne font pas des chiffres de croissance, même à des chiffres.
Pourquoi est-ce que nous, et pourtant ils font les zones économiques spéciales, pourquoi je dis ça marchera pas chez nous? Non, c'est pas ça. Les zones économiques spéciales sont des opportunités que nous donnons justement pour créer des richesses, pour attirer les investisseurs étrangers, parce que les pays n'attirent pas. Nous n'avons pas une bonne image. Mais dans les zones économiques spéciales, nous pourrons arriver à attirer ces entreprises-là. Ces entreprises-là, il y en aura même qui viendront, non pas pour travailler pour le marché congolais, mais ils peuvent travailler au Congo et envoyer les produits à l'extérieur, parce que ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que le Congo tire profit aussi dans les chaînes de valeur. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons de l'industrie des batteries. On va le faire où? On va le faire dans les provinces où il y a les mines de cuivre, de lithium et autres. Mais ça sera dans la zone économique spéciale. Nous allons attirer les investisseurs de telle sorte que, ne serait-ce qu'avec les précurseurs de batteries qui seront fabriqués au Congo, les Congolais vont trouver du travail, les matières premières congolaises vont déjà subir une première transformation au Congo. Et c'est ce que nous voulons, c'est ça. Mais madame, les gens doivent savoir ce qu'ils veulent. Moi, je dis toujours, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est les prix à payer. Et l'État est en train de payer ces prix. C'est la raison pour laquelle, déjà, pour la zone de Maluku, l'État a donné l'argent. L'État a dit, 30%. oui, l'État a déjà donné l'argent pour faire les infrastructures. Si l'État savait qu'il n'allait pas bénéficier, peut-être qu'il n'allait pas donner ça. Ça, c'est vraiment félicité. Mais oui, saluer d'abord. oui, j'ai remercié les ministres des Finances, j'ai remercié les ministres de l'Industrie, j'ai remercié les chefs de l'État qui ne cessent de parler des zones économiques spéciales. Les chefs de l'État savent maintenant où ils veulent amener ces pays. L'image du pays. Les pays. Voilà. Nous voulons faire les zones économiques spéciales pour améliorer l'image du pays et nous avons l'appropriation au niveau le plus élevé. Moi, je crois qu'il n'y a pas un meilleur moment que ce moment ici. Les moments M que nous attendions pour demander notre zone économique spéciale. Et heureusement que nous sommes en train de le faire. Chaque samedi, je suis avec le ministre de l'Industrie à Maluku pour voir l'évolution des travaux. Et donc c'est ça les suivis. Madame, je vais vous amener encore. Comme je vous amène partout. Voilà. Je vais vous amener encore à Maluku. En tout cas. Vous viendrez maintenant voir les tracteurs en train de travailler, les niveleuses en train de faire du travail. C'est pour dire que nous savons où nous irons, où nous sommes en train de partir. Les gens qui pensent que les zones économiques spéciales vont amenuiser les recettes, ce n'est qu'une illusion. Les zones économiques spéciales n'amenuisent pas les recettes. Au contraire, les zones économiques spéciales vont élargir l'assiette fiscale. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, il y a encore deux Congolais, comme vous l'avez souligné dans la salle, qui hésitent de venir s'installer dans les zones économiques spéciales. Comment pouvez-vous, c'est la question, les attirer vers la zone économique spéciale? Nous avons lancé un appel aux investisseurs. Nous avons dit aux entreprises congolaises, voilà. Oui, on a publié ça. On a dit, celles-là qui sont intéressées viennent nous voir. Ils ne viennent pas. Mais je vous dis, les entreprises chinoises, les entreprises indiennes viennent. Qu'est-ce que nous devons faire? La zone économique spéciale n'a pas de couleur. Tout investisseur qui vient, nous l'acceptons dans la zone économique spéciale. Eux, ils viennent les premiers. Les autres, quand ils viendront, ils vont trouver que, vous savez, les prix dans les zones économiques spéciales évoluent avec le temps. Aujourd'hui, comme les gens ne viennent pas, les prix sont un peu trop bas. Oui, parce que la demande n'est pas très élevée. Oui, mais les jours où ils vont venir, ils vont trouver que les mètres carrés coûtent autant. Ils vont crier, ah, mais ils ont donné ça aux étrangers. On n'a pas donné aux étrangers. Il est temps. Les étrangers sont venus les premiers. Ils ont vu les appels que nous avions faits. Ils sont venus. On leur a accordé les terrains. On a signé des contrats avec eux. Ils vont travailler. Qui va bénéficier? Ce sont les travailleurs congolais. Les jours où ils partiront, est-ce qu'ils partiront avec ces usines-là? C'est les Congos qui vont bénéficier de ça. Et puis ils sont là dans le cadre d'un contrat de 25 ans, 50 ans. Ils sont là pour longtemps. Peut-être nous, on ne sera plus là après 50 ans. On ne sera plus là. Mais au moins, les Congos aura gagné. Quelque chose. Voilà. C'est très important. Bien sûr, bien sûr. Le développement, en fait, c'est quoi, madame? Le développement, c'est une accumulation de succès. Plus vous accumulez, vous allez de l'avant. C'est ce que nous voulons. Nous voulons entrer maintenant dans ce cercle vertueux des succès. Nous allons d'étape en étape. Voilà, nous les accumulons d'année en année pour que l'image du Congo change. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités qui nous suivent? Je sais qu'il y a toujours des difficultés à surmonter ou des défis auxquels vous dites que l'État doit vous appuyer. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à toute la population congolaise qui vous suivent sur la RTNC ou la chaîne nationale congolaise? Oui, merci beaucoup. Je crois que ce qu'il faut dire à la population, c'est que avant, c'était comme une vue de l'esprit quand on parlait des zones économiques spéciales. Un jeu. Voilà, mais ça devient de plus en plus une réalité. Et c'est l'occasion pour nous de remercier d'abord les autorités, en commençant par les chefs de l'État, qui a pris les choses en main pour impulser de telle sorte que à chaque conseil des ministres, il ne cesse de parler. Il aborde cela de lui-même. Voilà, nous remercions le ministre de l'Industrie qui est la tutelle de notre agence parce que cette vision d'industrialisation là qui vient du chef de l'État est implémentée par le ministre de l'Industrie qui nous pousse aussi à aller de l'avant. C'est vraiment notre champion dans ce que nous sommes en train de faire. Nous remercions aussi les autres ministres, notamment les ministres des Finances qui donnent les moyens, les ministres des Affaires foncières qui est avec nous pour arriver à trouver des réponses dans les problèmes fonciers et tout ça. Vraiment, nous remercions tous les membres du
du gouvernement parce que nous sentons que maintenant, vraiment, il y a une forte appropriation au niveau du gouvernement pour que ces projets puissent avancer. Et nous disons aux populations dans les provinces, nous sommes en train de mettre maintenant des caps vers les Katanga, vers les Lualaba, vers les Tanganyika, vers les Congo central, même vers les Touris. J'ai parlé dernièrement avec quelqu'un de l'Ituri pour que nous puissions aller les faire. Le président a dit dernièrement lors du Conseil des ministres qu'on doit mettre en place une zone économique spéciale à l'est du pays. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes à l'est du pays. Nous estimons qu'en donnant du travail aux jeunes gens, les gens ne seront plus instrumentalisés par les groupes armés. Il faut que les gens, nos jeunes gens, aient du travail. Ça va les stabiliser et je crois que ça va ramener la paix dans notre pays. Donc c'est pour dire que les zones économiques spéciales offrent des opportunités pour la relance de l'économie de la RDC, comme nous avons eu à le démontrer tout à l'heure lors de la matinée avec des étudiants de la faculté des sciences économiques. Il est temps de croire ce que ne croyez pas, n'est-ce pas, à cette agence des zones économiques spéciales. Je pense qu'il est temps de croire. Vous pouvez donner vos coordonnées, soit votre adresse. Nous sommes au niveau de l'immeuble des galeries présidentielles au 7e niveau. Notre adresse email c'est azesrdc@gmail.com. Vous pouvez aussi m'écrire directement à mon adresse email au guibé@gmail.com ou à mon adresse professionnelle a.bolanda@azes.cd. Vous pouvez entrer sur le site de l'AZES www.azes.cd pour encore beaucoup plus d'informations et je crois que nous sommes là à votre disposition pour répondre à vos préoccupations. Nous vous disons au revoir et à très vite.